Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité de ce soir, des individus prétendants posséder et qui diffusent des sujets du baccalauréat sont actuellement sur les réseaux sociaux. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déjà pris toutes les mesures nécessaires à leur encontre. Selon les informations officielles, 3 des 4 personnes interpellées ont déjà été placées en détention provisoire. Le ministère collabore étroitement avec les forces de l'ordre spécialisées dans la cybercriminalité sur cette affaire. Il lance également un appel aux candidats afin qu'ils ne se laissent pas perturber par les rumeurs. Il n'y a eu aucune fuite de sujets du baccalauréat, contrairement à ceux qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par le biais du DGES. Cette dernière a apporté des éclaircissements sur la prétendue divulgation des sujets. Selon ce responsable, les rumeurs diffusées en ligne ne sont que des tentatives d'arnaque. La sécurisation des sujets est bien assurée dans les centres de conclave grâce à une étroite collaboration avec les forces de l'ordre. Tout est mis en œuvre pour empêcher toute fuite. Seuls la ministre et le DGES sont habilités à accéder au centre de conclave. Ainsi, les faussaires ont déjà été arrêtés et une enquête est actuellement en cours. Parmi les nouveautés mises en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour garantir la sécurité des sujets, l'installation de caméras de surveillance dans les lieux de stockage des sujets et pendant leur transport, l'utilisation des enveloppes scellées et imprimées spécifiques pour chaque centre d'examen et des enveloppes distinctes pour les épreuves du matin et de l'après-midi. Le ministère affirme avoir déjà tiré des leçons des incidents du passé et assure que de telles situations ne se reproduiront plus. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique appelle tous les candidats au baccalauréat, dont les examens commenceront le 21 juillet, ainsi que leurs parents, à rester calmes, sereins et à bien se préparer, sans se préoccuper des fausses informations et des rumeurs. Et en tourisme, une partie des travaux d'extension des halles d'arrivée et de départ pour les vols nationaux au sein de l'aéroport d'Ivat est désormais achevée. Les travaux se poursuivent cependant en vue de permettre l'accueil de plus de 30 000 passagers par mois. Ces aménagements sont réalisés par Avnala Airport, gestionnaire des aéroports d'Antananarive et de Nusbe. Toujours un reportage de Natera Koutmav et de Nzar Ranjiansu. Grâce aux travaux d'extension menés par la société Ravnala Airports depuis le début de cette année, la capacité d'accueil des passagers sur les vols nationaux à l'aéroport d'Ivat sera doublée, permettant ainsi de recevoir plus de 1000 passagers par jour, soit environ 30 000 passagers par mois. Auparavant, la capacité était limitée à 120 passagers par heure sur les vols nationaux. Après les travaux, l'aéroport pourra accueillir jusqu'à 216 passagers par heure. La première phase des travaux a déjà été achevée, notamment la salle d'arrivée nationale à Ivat, qui est passée de 350 mètres carrés à 1076 mètres carrés selon les explications. Les travaux dureront 1 an et devraient être achevés d'ici fin 2025. En attendant la fin des travaux, les passagers des vols nationaux embarquent temporairement depuis l'ancien terminal international. Selon les explications, grâce au transfert des arrivées dans cette zone, le tapis bagage passe également de 31 mètres linéaires à 96 mètres linéaires, ce qui facilite et accélère le traitement des bagages. Dans une perspective de disposer à terme d'un terminal national moderne et entièrement rénové, le traitement des départs nationaux sera temporairement assuré dans la zone de l'ancien terminal international jusqu'à fin décembre 2025, et ce depuis le 9 juillet. Cette relocalisation est nécessaire en raison des travaux engagés dans l'actuel espace domestique, toujours dans le but d'offrir aux passagers une infrastructure plus moderne et conforme aux standards internationaux, selon les explications. Il est important de souligner, selon toujours ce responsable, que ce terminal domestique n'avait pas bénéficié d'une rénovation significative depuis de nombreuses années, rendant cette modernisation indispensable pour répondre aux exigences actuelles en matière de confort, de sécurité et de qualité de service. Le budget alloué à ces travaux sur la section nationale de l'aéroport d'Antananarive à Ivat s'élève à environ 1,6 million d'euros. Outre la rénovation de la zone de départ et d'arrivée des passagers, des travaux sont également en cours sur le tarmac au niveau des aires de stationnement des avions. Et selon les informations communiquées par le ministère des Travaux publics, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une stratégie bien établie est déjà en place pour permettre le transport des
groupes électrogènes lourds depuis Tuamasin jusqu'à Antananarivo. Des mesures spécifiques seront mises en œuvre à cet effet. Concernant les 13 pans à franchir sur la route nationale 2, des travaux de renforcement sont en cours. Ce type de convoi exceptionnel lourd est une pratique courante dans de nombreux pays à l'étranger. La préparation logistique liée à ce transport, ainsi que son passage, sont déjà coordonnées par le ministère et tous les acteurs concernés, toujours selon les mêmes sources. Étant donné qu'il s'agit de groupes électrogènes destinés à l'alimentation électrique, le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, ainsi que le ministère des Travaux publics collaborent pour la réussite de cette opération. Industrialisation à présent, l'assise nationale pour le développement durable de la filière raffia à Madagascar s'est tenue ce jour à Mbudvoun. 3 ministères y prennent part, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. L'objectif est de concevoir ensemble un cadre stratégique cohérent. La filière raffia connaît actuellement un fort essor à l'échelle mondiale, notamment dans le secteur de la mode, avec une croissance sur le marché international. Madagascar produit près de 80 000 tonnes de raffia par an, selon les chiffres de la FAO en 2023. Cependant, 70% des exportations malagasy sont encore envoyées sous forme de matières premières non transformées, sans marque ni label Made in Madagascar. Les produits finis artisanaux peuvent pourtant générer 3 à 5 fois plus en valeur commerciale, ce qui représenterait de nouvelles opportunités encore peu exploitées par les quelques 48 900 artisans de la filière. Ces derniers aspirent à renforcer leurs capacités afin de rendre les produits malagasy plus compétitifs à l'international. Parmi les principaux défis actuels de la filière figurent l'exploitation non durable et non maîtrisée, l'absence d'infrastructures de transformation locale, la difficulté d'accès aux marchés internationaux et la faible valorisation des produits finis. C'est pour répondre à ces enjeux qu'est organisée cette assise nationale en vue de définir avec les acteurs concernés une stratégie structurée et concentrée. Le raffia est l'une des filières prioritaires soutenues par l'État à travers le ministère de l'Industrialisation et du Commerce. L'objectif est de mieux organiser la filière, de valoriser la transformation locale et surtout de mettre en place un label Made in Madagascar. Toujours selon les explications, 50% des exportations malagasy concernent le raffia, ce qui rend indispensable une coordination efficace du secteur. Outre les 3 ministères impliqués, l'ensemble des acteurs clés de la filière raffia sont également réunis à cette assise nationale à Mbudvoun. L'objectif est de transformer le raffia en levier majeur de développement économique, social et environnemental pour le pays. En diplomatie, les présidents des Sénats et des Assemblées nationales venus participer au 50e sommet de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont été reçus samedi dernier au Palais de l'Élysée par le président de la République française Emmanuel Macron. Le général Richard Avalman, président du Sénat de Madagascar, figurait parmi les invités. Dans son allocution, le président français a appelé au renforcement de la solidarité entre les pays francophones afin de faire face ensemble aux défis actuels tels que les conséquences néfastes du changement climatique, les conflits internes ou encore les tensions entre nations. Il a souligné que les pays francophones ont un rôle important à jouer dans la gouvernance mondiale, rappelant que le soleil ne se couche jamais sur les pays membres de la francophonie du fait de leur présence sur tous les continents. Dans un tout autre sujet, les opérations d'assainissement se poursuivent actuellement dans les Fukuttan du district d'Ikungu. Environ 100 habitants ont participé aux travaux de nettoyage dans les Fukuttan de Mangarivja et d'Ambatuaran dans le cadre d'un programme Vivre contre le travail. En plus du nettoyage des Fukuttan, les canaux d'évacuation d'eau de la commune font également l'objet de curage. Les détails. La stagnation de l'eau et la présence de mauvaises herbes favorisent la prolifération des moustiques, principaux vecteurs du paludisme. Le district d'Ikungu est une zone où il pleut tout le long de l'année, ce qui constitue l'une des causes majeures de la propagation de la maladie.
Face à cette situation, une opération de nettoyage a été initiée par les autorités la semaine dernière dans le Fuktan de Vunkaz. Cette initiative s'est poursuivie dans les Fuktans de Maghariv et d'Ambatuaranan, avec la participation active d'une centaine d'habitants. Ces derniers se sont montrés motivés, car en contrepartie des travaux, ils reçoivent de la nourriture. Ils sont également conscients de l'importance du nettoyage pour prévenir les maladies. Par ailleurs, les habitants envisagent également de créer de nouveaux canaux d'irrigation. Les habitants collaborent avec le comité Louaran et les agents communautaires de santé pour mener à bien les travaux. Ce sont aussi ces derniers qui sensibilisent la population à respecter la propreté. Selon les informations, les responsables poursuivent les visites et les campagnes de sensibilisation au sein des foyers. Ainsi, 457 ménages issus de 5 communes ont été visités et sensibilisés dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Parmi ces foyers, 368 utilisent des moustiquaires, 641 ne les utilisent pas. Le manque d'accès des paysans aux formations sur l'agriculture moderne et adaptée aux évolutions actuelles constitue un programme fondamental qui freine leur productivité. Pour y remédier, le gouvernement a mis en place une stratégie visant à augmenter la production à travers la caravane de formation conduite par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ce programme met l'accent sur la formation des agriculteurs de base et sur la dotation des moyens de production. Andina Martina, Sech Anjanab. Un total de 4500 poussins a été distribué par le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage aux agriculteurs éleveurs d'Ampasipu-Tsigar, district de Muramang, région Alochamangour, dans le but d'augmenter leurs revenus. Plus de 700 paysans de la localité ont également bénéficié d'une formation sur des techniques agricoles efficaces telles que la méthode Pfumvudza, permettant une production abondante sur de petites surfaces, ainsi que sur les techniques de culture de riz du programme PAPRI et l'élevage amélioré de volailles. Il s'agissait d'une formation très attendue depuis des années selon les témoignages des paysans. Désormais, plus aucune commune ni aucun district ne sera oublié dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. En effet, la caravane de formation menée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage vise une amélioration concrète des conditions de vie des agriculteurs et des éleveurs à la base. La commune d'Ampasputsgar est la troisième à bénéficier de cette initiative. Dès la prochaine campagne agricole, les paysans recevront également des intrants tels que des engrais et des semences et des travaux de réhabilitation de barrages seront réalisés dans la commune d'Ampasputsgar grâce au projet RI+. Dans les actualités sportives, Zouzar Bouka et ses deux fils gardent le même objectif, hisser le drapeau malagasy au sommet du mont Everest, le plus haut sommet du monde situé au Népal. Ils ont tenté l'ascension en mai dernier, mais face aux nombreuses difficultés, ils ont été contraints de redescendre pour préserver leur vie. Ils affirment vouloir réessayer l'année prochaine, selon les déclarations qu'ils ont faites à leur retour du pays. Zouzar Bouka et ses deux fils, Raïs Bouka et Raj Alexandre, sont les premiers Malagasy à avoir tenté de gravir le mont Everest, qui culmine à 8849 mètres. Leur aventure a duré du mois de mai à juin. Ils ont dû franchir de nombreux obstacles, le froid extrême, les difficultés du parcours, les maladies d'altitude. Zouzar Bouka a dû s'arrêter à 6800 mètres d'altitude. Parce que j'avais fait ma première rotation. La première rotation, c'est le fait qu'on puisse... On part de l'Everest Base Camp, 6250 mètres, et on doit monter jusqu'à 7000 environ. Donc ça, j'ai pu arriver jusqu'à 6800. C'est pour adapter le corps à l'altitude. On est revenu, et on devait faire le deuxième push, qui est le push final. Et là, je me suis arrêté à 6000, au lieu de 6800. Alors que j'avais fait 6800 avant. Là, je me suis arrêté 6000 parce que tout simplement, en altitude, on peut tomber facilement malade. Il y a plein de gens qui ont des... je ne veux pas dire des mots pas illégaux, mais vous savez, les problèmes de ventre, les problèmes de poumons, enfin, des choses comme ça. Même notre lead guide, il avait fait 7 fois le sommet
Et pourtant, il est tombé malade, il n'avait pas pu accompagner les enfants. Donc voilà, ce genre de choses arrive. Et moi, il se trouve que je suis tombé comme ça, malade. Et je ne pouvais plus. J'avais plus d'énergie, j'avais plus de force. Et j'avais envie d'accompagner les enfants, mais je n'ai pas pu. Ces deux fils ont tenté de poursuivre l'ascension après l'abandon de leur père. Ils ont atteint le dernier camp et Raj Alexandre était à 200 mètres du sommet. Alors, on est revenu, mais on est aussi revenu parce que notre deuxième guide nous avait dit qu'on va retenter le lendemain. Alors, ça nous a rassurés au moins, parce qu'on était tellement à côté, on voyait le sommet, il était à 200 mètres de nous. Et alors, on est redescendu, on a regardé en haut, il y avait encore une ligne. Alors, je crois qu'on a fait la bonne décision de rentrer, parce que ce même soir-là, malheureusement, il y avait 3 décès, il y avait beaucoup de Sherpas qui ont perdu leurs doigts. Alors, c'était... Ça arrive trop vite. Ouais. Et alors, faut pas prendre des risques. Comme papa l'a dit, le vrai sommet, c'est de revenir sain et sauf. Alors... Ils ont déclaré vouloir refaire une deuxième tentative. Presque 2 ans, 2 ou 3 ans, depuis 2023, enfin même avant 2023, on a fait de l'entraînement, Pic Bobby, tout ça. Après, on est allé au Kilimandjaro. Après, on a continué les entraînements, Népal, Amérique du Sud, tout ça. Donc, ça fait un moment. Donc, si vous me demandez là tout de suite, oui, j'ai envie. Malgré toute cette souffrance, oui, j'ai envie. J'ai envie parce que c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a fait. Et puis surtout, comme je disais, d'abord être avec mes enfants. On a passé des moments magnifiques ensemble. Donc j'ai envie de retenter cette aventure avec eux. Je ne sais pas si j'en suis capable. Il faut que je me remette. J'ai envie de le tenter. Et puis franchement, cet engouement à Madagascar, ça nous donne des frissons. Hein. C'est juste pour ça, on a envie d'aller planter le drapeau, si on y arrive. Planter ce drapeau, si on y arrive. Les expériences vécues à l'occasion de cette première tentative ont renforcé leur mental et leur capacité à affronter les défis, explique Raïs. Il faut que je trouve une autre solution. Mais peut-être que... après, c'est plus facile parce qu'on connaît le parcours. Et du coup, mentalement, ça va aider. Et on sait à quoi nous attendre. Mais peut-être les orteils vont être un peu plus faibles. À leur retour, les 3 membres de la famille ont été chaleureusement accueillis par leurs compatriotes et leurs collaborateurs qui leur ont remis une distinction honorifique en souvenir de cette tentative d'ascension de l'Everest. Fanny Remaent, au volant d'une Peugeot 208 T16, ont décroché la première place lors du rallye organisé par le club TMF Team Mika Fanir le week-end dernier. Mick et Fafa ont terminé en 2e position avec une Mitsubishi Evo 10 et Mathieu et Air Possible ont eu la 3e place. Fajasena Mireille, Yves Janel. Il n'y avait que 11 secondes d'écart entre Fanny Remaent au volant d'une Peugeot 208 T16 qui ont remporté la victoire et Mick et Fafa qui ont terminé à la 2e place de ce rallye organisé par le club TMF. Fanny Remaent ont pris la tête dès le début de la 3e journée et ont réalisé les meilleurs temps lors de la 9e et la 10e épreuve spéciale. C'est leur 2e victoire cette saison. De leur côté, Mick et Fafa ont maintenu leur position jusqu'à la fin pour décrocher la 2e place. Mathieu et Air Possible ont complété le podium en prenant la 3e place. À l'occasion de son 20e anniversaire, le TMF Rally ou Team Mika Fanir a organisé un événement spécial au CCI Ivatu. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Le président de la République, Emmanuel Macron, a donné le coup d'envoi des commémorations du 14 juillet ce lundi matin à Paris. France 24. Elle se déroule à l'Arc de Triomphe. On a décidé d'honorer le soldat inconnu
puisque en 1925, c'est le comité de la flamme sur l'Arc de Triomphe qui a été créé, donc ça fait 100 ans aujourd'hui, et c'est elle qui entretient cette flamme, ce souvenir, hein, vraiment le lien armée-nation, c'est aujourd'hui, c'est ici le passé et aussi le futur. Donc on a cette transmission du passé vers le futur. Donc cette association, la flamme sous l'Arc de Triomphe, a effectivement 100 ans. Et le chef de l'État va remettre ce glaive à cette association, glaive qui, tous les jours, est celui qui est utilisé pour raviver la flamme du soldat inconnu. Effectivement, tous les soirs à 18h30, il y a la cérémonie de ravivage de la flamme à laquelle tout le monde peut participer en tant que spectateur. Il y a des troupes militaires qui montent régulièrement sur Paris pour participer, mais aussi des écoles, des lycées, un peu tout le monde. Donc tous les soirs à 18h30, on ravive la flamme avec ce glaive, symbole de la transmission du passé. Donc c'est le premier temps fort de ce défilé militaire. On va suivre ces images en direct. Un mot, commandant, du général qui vient de se saisir de ce nouveau glaive. Le général de corps d'armée de Saint-Chamas, qui est le président du comité de la flamme sous l'Arc de Triomphe, donc à qui le président de la République vient de remettre le glaive et qui le transmet au comité de manière solennelle. Voilà, ça fait plus de 100 ans que la flamme du soldat inconnu est allumée sous l'Arc de Triomphe depuis le 11 novembre 1923. Depuis cette date, donc, cette flamme, on lisait, que l'on voit à l'antenne, est ravivée chaque soir pour rendre hommage et aux soldats inconnus, tombés bien sûr pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, c'est important de le rappeler, colonel Aurélie, à tous ceux qui sont tombés depuis, au nom de la France, au champ d'honneur. Bien sûr, la France se souvient de ces soldats qui ont fait ce sacrifice ultime, mais aussi des blessés et des familles et aux familles endeuillées. Et c'est aussi pour ça qu'on va tout à l'heure avoir les centenaires du Bleuet, donc qui est cette aide aux familles endeuillées, aux soldats et aux victimes également du terrorisme. Bleuet qui sont d'ailleurs déposés sur la tombe du soldat inconnu en ce moment. Et là, c'est important, on voit les enfants qui sont là avec les comités, les membres du comité de la flamme. Donc on a vraiment cette transmission entre la jeunesse, et c'est important pour les armées de faire vivre le souvenir avec les enfants pour qu'ils se souviennent. Parce que, comme l'a dit le président hier, on a une génération qui n'a pas connu la guerre. Et les Bleuets de France qui fêtent aussi, qui célèbrent cette année leur centenaire. Ce sera l'un des derniers temps forts de la matinée tout à l'heure. Et c'est pour ça que tous les deux, vous portez d'ailleurs sur vos tenues ces Bleuets, cette transmission entre ces jeunes et ces anciens. Quelques 300 militaires indonésiens ont ouvert ce défilé. Cette année, l'Indonésie est le pays invité d'honneur des cérémonies de la fête nationale et du défilé militaire. Toujours un reportage de France 24. Et donc maintenant, le défilé aérien vient de se clôturer. On va passer au défilé terrestre avec l'Indonésie qui va ouvrir
le bal avec ses troupes à pied. Voilà, 260 soldats terre, mer, air indonésiens et un impressionnant bloc de musiciens de 189 soldats. Dites-nous, colonel Aurélie, vous disiez, vous les avez vus répéter ces jours derniers. C'est enjoué, en tout cas, les images que l'on voit. Oui, c'est clairement très enjoué. C'est vraiment une volonté de montrer une nation qui est brillante, qui est en lien avec l'Indo-Pacifique. Donc là, on voit le drum band au début qui guide le rythme de la marche, qui aide à maintenir cette formation avec les stickmasters que vous voyez, c'est vraiment impressionnant quand ils vont lancer leur bâton. Vous allez voir, c'est pas des majorettes, mais ils ont vraiment une technicité extraordinaire. On a parlé tout à l'heure, certains tambours portent des coiffes d'animaux, donc coiffes de tigre, léopard, requin, morse ou aigle, qui représentent l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, et qui symbolisent aussi certaines qualités des armées indonésiennes, le courage, la force, l'agilité, la domination en mer et la ténacité. Grosse pression quand même d'ouvrir le bal, si j'ose dire, de ce défilé terrestre quand on est un contingent étranger et qu'on n'a pas nécessairement 150 ans d'histoire de défilé militaire derrière nous sur les Champs-Élysées. Ah, c'est sûr, ils se sont entraînés comme les autres aussi à Satori. Ils ont beaucoup répété. Mais en même temps, cela montre aussi la technicité de cette armée qui est également capable de montrer toute sa diversité avec ses coiffes notamment. Et je vais vous dire que quand on est juste derrière, c'est pas simple non plus. Il y a 20 ans, moi j'étais derrière le Brésil et il y avait aussi une musique un peu samba. C'est pas simple non plus pour suivre le rythme derrière. Voilà, on va les écouter un peu, ce drum band indonésien. Les forces armées indonésiennes qui ont défilé devant le président français, mais aussi devant leur propre président, qui était donc la première nation invitée à l'honneur de ce défilé du 14 juillet. Dans un autre sujet, Donald Trump promet d'envoyer à l'Ukraine des systèmes de défense anti-aérienne Patriot. Un repositionnement stratégique de Donald Trump car il reprend la main sur un dossier central à sa manière dans un logique transactionnelle. France 24.
Alors oui, c'est un revirement, c'est aussi un repositionnement stratégique puisque Donald Trump ne vire pas pro-Ukraine du jour au lendemain, il reprend là la main sur un dossier central à sa manière. Il propose une aide militaire, mais dans une logique transactionnelle, presque comme un levier de négociation. Donald Trump a fait savoir que l'OTAN paiera pour ces armes envoyées à l'Ukraine. Ils vont nous les payer à 100%, a-t-il déclaré. La logique est donc très trumpienne. Ce revirement ne date pas d'aujourd'hui. On sent le vent tourner ici depuis quelques semaines déjà. Certains médias évoquent même depuis plusieurs jours le fait que le président américain envisagerait d'approuver un nouveau paquet d'aide à Kiev via un mécanisme administratif et juridique spécial. Il estime que cela peut accélérer un cessez-le-feu. Ce qui est nouveau en revanche, c'est le contexte politique, puisqu'au Congrès, certains républicains parlent désormais de réactiver ou de renforcer les sanctions contre la Russie. C'est un projet qui bénéficie d'un large soutien. Donald Trump sent que le climat évolue, y compris dans son propre camp. Résultat, il adapte son discours, se montre plus ferme vis-à-vis de Moscou, mais sans renier son mantra qui est l'Amérique d'abord. Et nous voilà au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour le film de la soirée. Au revoir et bonne soirée sur Viva.